Quand mon fils s'est marié, je n'ai rien dit sur les 42 millions que j'avais hérités de mon défunt mari. Dieu merci, je l'ai fait. Parce que quelques jours plus tard, sa femme s'est présentée à ma porte avec un avocat. Je m'appelle Bridget Williams et à 67 ans, je ne m'attendais pas à être une veuve avec 42 millions d'euros sur mon compte en banque. Mon fils unique, Jackson, a récemment épousé une femme nommée Amelia après seulement 6 mois de relation. Quelque chose au fond de moi me disait de garder le silence sur la fortune que mon défunt mari, Harold, m'avait laissée. Dieu merci, j'ai écouté cet instinct, car 5 jours après leur mariage, Amelia s'est présentée à ma porte, accompagnée d'un avocat. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand Amelia s'est présentée à ma porte avec un avocat, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment j'ai protégé ce que mon mari a mis 40 ans à construire. Harold et moi avons été mariés pendant 42 belles années avant que le cancer ne me l'emporte il y a 18 mois. La plupart des gens de notre ville le connaissaient comme le sympathique propriétaire de la quincaillerie Williams, mais peu connaissaient l'empire qu'il avait discrètement bâti pendant 4 décennies. Harold est parti de rien du tout, fils d'un ouvrier d'usine du Michigan. Il a abandonné l'université lorsque son père est tombé malade et a pris un emploi dans une quincaillerie locale pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il n'avait que 22 ans à l'époque, avec pour seules armes sa détermination et une solide éthique de travail. Nous nous sommes rencontrés lorsque je suis entré chercher des fournitures pour réparer l'évier de mon appartement. J'avais 25 ans et je travaillais comme institutrice de maternelle à l'époque. Vous savez, la plupart des femmes de votre âge appelleraient simplement un plombier, a-t-il dit avec ce sourire en coin que j'ai tant aimé. La plupart des femmes de mon âge n'ont pas de prêts étudiants et une voiture en panne à payer, ai-je répondu. Il ne m'a pas seulement vendu les bonnes pièces, mais a insisté pour me montrer comment réparer l'évier moi-même. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard, et peu de temps après, Harold a rassemblé assez d'argent pour un acompte sur une petite quincaillerie en difficulté à la périphérie de la ville. Ce sera la première d'une longue série, m'a-t-il dit le jour où nous avons eu les clés. Je l'ai cru, mais je n'avais aucune idée à quel point il aurait raison. Au cours des 20 années suivantes, Harold s'est étendu à 5 emplacements dans tout l'État. À l'âge de 50 ans, la quincaillerie Williams comptait 23 magasins dans tout le Midwest. Pendant tout ce temps, nous avons vécu modestement dans la même maison de 4 chambres que nous avions achetée à la naissance de Jackson. Nous conduisions des voitures raisonnables, prenions des vacances une fois par an et réinvestissions la plupart des bénéfices dans l'entreprise. L'argent doit travailler pour vous, pas l'inverse, disait toujours Harold. Exhibez votre argent et vous attirerez les mauvaises personnes. Ces mots me reviendraient souvent après son départ. À la naissance de Jackson, Harold a commencé à mettre de l'argent de côté pour son avenir. Notre fils a grandi en comprenant la valeur du travail, mais sans jamais connaître la véritable étendue de notre richesse. Harold voulait qu'il trouve sa propre voie, sans le fardeau ni le privilège qui accompagne une fortune familiale importante. Jackson a choisi le monde universitaire plutôt que les affaires. Il a étudié la littérature et a finalement obtenu son doctorat, devenant professeur à l'université de Westlake. Harold n'aurait pas pu être plus fier, même si notre fils n'avait aucun intérêt à reprendre l'entreprise familiale. Il fait ce qu'il aime, m'a dit Harold. Ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent que je pourrais lui laisser. 3 ans avant son diagnostic, Harold a reçu une offre d'une chaîne nationale pour acheter la quincaillerie Williams. Après mûre réflexion, il a accepté leur offre de 50 millions d'euros. Il en a investi la majeure partie judicieusement, faisant encore fructifier notre patrimoine. Lorsqu'Harold a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait de tourner. Il s'est battu courageusement pendant 14 mois avant de s'éteindre paisiblement chez nous, avec Jackson et moi à ses côtés. Ses dernières paroles cohérentes pour moi ont été « Prends soin de notre garçon, mais assure-toi qu'il soit autonome ». Après les funérailles, j'ai appris toute l'étendue de ce que Harold m'avait laissé. Entre la vente de l'entreprise, les investissements, l'assurance vie et nos propriétés, j'ai hérité de 42 millions d'euros. Jackson a reçu un fonds en fiducie de 1 million d'euros qui arriverait à échéance à ses 35 ans, soit dans 3 ans. Harold avait tout structuré méticuleusement avec son avocat, s'assurant que je serais la seule décisionnaire concernant la majeure partie de la succession. Le chagrin était accablant au cours des premiers mois. J'errais dans notre maison, touchant les affaires d'Harold, dormant dans son peignoir et regardant de vieilles vidéos de famille jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Jackson a été mon rock pendant cette période, passant plusieurs fois par semaine,
appelant tous les jours et s'assurant que je mangeais correctement. La première année, je n'ai presque pas pensé à l'argent. Il est resté sur des comptes gérés par le conseiller financier de Thomas Herald pendant que j'apprenais à être une personne sans mon mari. Finalement, j'ai recommencé à voir des amis et j'ai même rejoint un groupe de soutien pour veuves au centre communautaire. Pendant tout ce temps, Jackson est resté célibataire. Il a eu quelques relations au fil des ans, mais rien de sérieux. À 32 ans, il semblait satisfait de ses livres, de ses étudiants et de son cercle d'amis proches. Je m'inquiétais parfois qu'il finisse seul, mais je gardais ses pensées pour moi. Après tout, Harold et moi l'avions élevé pour qu'il fasse ses propres choix. Puis, il y a 6 mois, tout a changé lorsque Jackson a rencontré Amelia lors d'un gala de collecte de fonds universitaires. Elle avait 29 ans, était d'une beauté saisissante et travaillait comme représentante pharmaceutique. La façon dont Jackson a décrit leur rencontre ressemblait à quelque chose tiré d'un roman d'amour. Elle se tenait seule près de la fontaine dans la cour. « Maman » m'a-t-il dit, les yeux pétillants. Elle portait cette robe bleue, et quand elle s'est retournée, je jure que le temps s'est arrêté. En 2 semaines, ils sortaient ensemble exclusivement. Jackson l'a amenée dîner le dimanche chez moi un mois après leur rencontre. Je me souviens encore du bruit de ses talons au claquant sur mon parquet alors qu'elle entrait, un sac à main de créateur au bras et des diamants scintillant à ses oreilles et à son cou. « Votre maison est si charmante », a dit Amelia, regardant mon salon avec ce que je reconnais maintenant comme du calcul plutôt que de l'appréciation. Jackson a mentionné que votre mari dirigeait des quincailleries. Était-ce une petite chaîne locale? Il y avait quelque chose dans sa façon de demander qui m'a fait hésiter. Cela semblait trop direct, trop intéressé par l'entreprise plutôt que par l'homme qui l'a construite. Mais j'ai mis ça de côté, attribuant ma méfiance au fait d'être surprotectrice envers Jackson et la mémoire d'Harold. Harold l'a construite à partir de rien, ai-je simplement répondu. C'était l'œuvre de sa vie. Et il l'a vendue avant de mourir, n'est-ce pas? A-t-elle insisté. Ça a dû être un beau pactole de retraite pour vous deux. Jackson a rapidement changé de sujet, mais ce moment m'est resté en mémoire. C'était le premier des nombreux signaux d'alarme que je remarquerai à propos d'Amelia, bien que j'ai essayé de les ignorer pour le bien de Jackson. Après le dîner ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle et que Jackson aidait à essuyer comme nous l'avons toujours fait, Amelia s'est excusée pour aller aux toilettes. Elle est partie pendant près de 20 minutes. Plus tard, j'ai trouvé la porte de ma chambre légèrement entr'ouverte, alors que je la garde toujours fermée. Rien ne semblait déranger, mais j'avais l'impression que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. Quand Harold était en vie, il me disait souvent « Fais confiance à ton instinct, Bridget. Il sait des choses avant que ta tête ne rattrape le coup. » Ce soir-là, mon instinct m'envoyait des signaux d'alarme à propos d'Amelia. Mais Jackson semblait plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années, alors j'ai gardé mes inquiétudes pour moi et je me suis souvenu d'un autre conseil d'Harold, garde tes cartes près de toi jusqu'à ce que tu saches avec qui tu joues. La relation de Jackson et Amelia a progressé à une vitesse qui m'a laissé sans voix. 2 mois après leur premier rendez-vous, Amelia avait emménagé dans le modeste appartement de 2 chambres de Jackson près du campus universitaire. C'était le même fils qui m'avait dit un jour qu'il tenait trop à son espace et à son indépendance pour se précipiter dans la cohabitation. « Ça ne va pas un peu vite, mon chéri ?» ai-je demandé lors de l'un de nos cafés hebdomadaires dans le petit café près de son université. « Quand on sait, a répondu Jackson avec un haussement d'épaule insouciant, ce qui était complètement inhabituel pour mon fils réfléchi et méthodique. « Papa a toujours dit qu'il t'avait demandé en mariage après seulement 6 mois. » C'était différent, ai-je dit prudemment. Nous étions plus jeunes et les temps étaient différents. Jackson a juste souri et a changé de sujet pour parler de la conférence de littérature européenne à laquelle il assisterait le mois suivant. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'Amelia l'accompagnerait lors de ce voyage, ce qui était inhabituel car les conférences universitaires ne sont pas exactement des escapades romantiques. Les changements chez Jackson ne se limitaient pas à sa relation. Ses habitudes de dépenses ont changé de façon spectaculaire, ce qui m'a inquiété. Mon fils avait toujours été économe, épargnant assidûment sur son salaire de professeur et conduisant la même Honda fiable depuis 8 ans. Soudain, il portait des vêtements de marque, s'était offert une montre de luxe et parlait d'échanger sa voiture contre quelque chose de plus adapté à un homme dans sa position. Quand je l'ai interrogé sur ces changements, Jackson a balayé mes inquiétudes. Je mérite de profiter un peu de la vie, maman. Amelia m'a aidé à réaliser que j'étais trop conservateur avec mon argent.
Lors d'un dîner dans un restaurant cher que Jackson a insisté pour payer, j'ai remarqué qu'Amelia orientait continuellement la conversation vers les finances familiales. Ce qui a commencé par des questions informelles est devenu de plus en plus ciblé. Jackson a mentionné que votre mari était un sacré homme d'affaires, a dit Amelia en faisant tourner son 3e verre de vin à 100 €. Il a dû vous laisser bien à l'abri. Harold était prudent avec l'argent? Ai-je répondu de manière évasive. Il s'est assuré que je n'aurais pas à m'inquiéter. Mais la chaîne de quincaillerie, a-t-elle insisté? Jackson a dit qu'elle était assez étendue avant la vente. Ça a dû rapporter des millions, non? Jackson avait l'air mal à l'aise, mais n'a pas interrompu Amelia pendant qu'elle poursuivait son interrogatoire. Et j'imagine qu'il y a eu des investissements importants aussi. La plupart des hommes d'affaires qui réussissent diversifient leur portefeuille. Harold s'occupait de tout ça, ai-je dit, délibérément vague. Je n'ai jamais été très doué pour les détails financiers. C'était bien sûr faux. Harold s'était assuré que je comprenais chaque aspect de nos finances, insistant sur le fait que je serais capable de tout gérer si quelque chose lui arrivait. Mais quelque chose me disait de garder cette information pour moi. Après ce dîner, j'ai commencé à remarquer une tendance. Jackson appelait moins fréquemment. Nos dîners du dimanche sont devenus mensuels, puis sporadiques. Quand nous parlions, Amelia était souvent présente, surveillant nos conversations avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. 3 mois après le début de leur relation, Jackson a annulé nos projets de longue date de visiter la tombe d'Harold pour son anniversaire. Quelque chose que nous nous étions promis de toujours faire ensemble. Quand je l'ai appelée ce soir-là, blessée et confuse, Amelia a répondu à son téléphone. Jackson est sous la douche, a-t-elle dit. Il est vraiment désolé pour aujourd'hui, mais nous avions ce gala de charité pour mon entreprise qui ne pouvait pas être manqué. Réseautage professionnel, vous comprenez? Je suis sûr qu'Harold voudrait que Jackson réussisse. L'utilisation désinvolte du nom de mon défunt mari par quelqu'un qui ne l'avait jamais rencontré m'a fait l'effet d'une gifle. Quand Jackson a finalement rappelé le lendemain, ses excuses semblaient répétées et creuses. Inquiète et de plus en plus isolée de mon fils, j'ai invité ma meilleure amie Doris à déjeuner. Nous étions amis depuis plus de 40 ans, et elle était l'une des rares personnes à connaître toute l'étendue de ma situation financière. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille, ai-je confié alors que nous étions assises dans sa cuisine ensoleillée. Elle pose constamment des questions sur l'argent, sur l'entreprise d'Harold, sur ce qu'il a laissé. Doris a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Et que lui as-tu dit? Rien de précis, les jeux assurés. Harold a toujours dit de faire attention à qui on partage des informations financières. Homme intelligent, a acquiescé Doris. Et tu devrais l'écouter maintenant. Ne lui dis rien tant que tu n'es pas absolument sûr de ses intentions. Mais si je me trompe, ai-je demandé, exprimant ma plus grande peur. Et si elle aime vraiment Jackson et que je ne suis qu'une vieille femme méfiante? Alors, aucun mal n'est fait, a dit fermement Doris. Si elle l'aime pour lui, ton argent ne devrait pas avoir d'importance. Mais si elle en a après ce qu'Harold a construit, tu seras contente d'avoir gardé le silence. Cette conversation a renforcé ma détermination à protéger non seulement mes biens, mais aussi Jackson, même s'il ne réalisait pas qu'il avait besoin de protection. Ma prudence s'est avérée prémonitoire lorsque, 4 mois seulement après leur rencontre, Jackson a appelé avec une nouvelle qui m'a coupé le souffle. Nous sommes fiancés, maman, a-t-il annoncé, sa voix un mélange d'excitation et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. J'ai demandé à Amelia hier soir et elle a dit oui. J'ai serré le téléphone, forçant l'enthousiasme dans ma voix alors que mon esprit était assailli d'inquiétude. C'est une merveilleuse nouvelle, mon chéri. Avez-vous fixé une date? En fait, oui. Nous pensons au mois prochain. Petite cérémonie, amis proches et famille. Le mois prochain? Je n'ai pas pu cacher le choc dans ma voix. C'est très bientôt, Jackson. Quand on trouve la bonne personne, pourquoi attendre? A-t-il dit, faisant écho à son sentiment précédent d'une manière qui semblait répétée. Amelia a toujours rêvé d'un mariage au printemps, et nous ne voulons rien d'élaboré. Cette dernière partie, au moins, était un soulagement. Jusqu'à ce qu'il continue, en fait, maman, j'espérais te parler de la possibilité que tu nous aides avec certaines des dépenses. Le salaire de professeur ne va pas aussi loin qu'avant, et Amelia a à cœur quelques touches spéciales.
C'était la première fois de sa vie d'adulte que Jackson me demandait une aide financière au-delà du cadeau d'anniversaire ou de Noël occasionnel. Harold et moi l'avions élevé pour qu'il soit indépendant, et il avait toujours été fier de tracer son propre chemin, bien sûr, ai-je dit prudemment. Je serais heureuse de contribuer. Pourquoi ne pas venir ce week-end pour que nous puissions discuter des détails? Après avoir raccroché, je me suis assise dans le vieux bureau d'Harold, fixant sa photo sur le bureau. Que ferais-tu, mon amour, ai-je murmuré à son image souriante. Je pouvais presque entendre sa réponse. Protège notre garçon, Bridget. Mais souviens-toi, il doit faire ses propres erreurs. La question était de savoir si cette erreur particulière pourrait lui coûter plus qu'un simple cœur brisé. Ce que Jackson avait décrit comme « quelques touches spéciales ». Pour le mariage s'est avéré être une affaire extravagante qui semblait devenir plus élaborée chaque jour. La petite cérémonie s'est transformée en un événement de 150 invités au Grand Lakeside Hotel, le lieu le plus cher de notre ville. Lorsque Jackson et Amelia sont venus discuter des plans de mariage, j'ai été choqué par la liste des dépenses qu'Amelia a présentées. Robe de mariée de créateur, smoking sur mesure, bar ouvert haut de gamme, dîner gastronomique à 5 plats, groupe de musique live, arrangements floraux exotiques importés d'Amérique du Sud, et un photographe qui travaillait normalement pour des magazines de célébrités. Le total s'élève à un peu moins de 70 000 €, a annoncé Amelia en faisant glisser une feuille de calcul sur ma table de cuisine avec la désinvolture de quelqu'un qui commande un café. Jackson avait l'air mal à l'aise mais est resté silencieux. J'ai remarqué qu'il portait une nouvelle montre qui devait coûter au moins 5 000 € et je me suis demandé à quel point il était déjà endetté. C'est une somme considérable pour un petit mariage, ai-je dit prudemment. Amelia a eu un rire bien rodé. Eh bien, nous ne prévoyons de le faire qu'une fois. Et vraiment, c'est assez raisonnable par rapport à ce que beaucoup de couples dépensent de nos jours. J'ai regardé Jackson, essayant de savoir si c'était vraiment ce qu'il voulait. Il a évité mon regard, fixant plutôt la feuille de calcul. Je peux contribuer à hauteur de 20 000 € pour le mariage, ai-je offert délibérément, choisissant un montant généreux, mais loin du total qu'il demandait. C'était aussi une fraction de ce que je pouvais facilement me permettre, mais je voulais voir comment il réagirait. Le sourire d'Amelia a légèrement vacillé. C'est très généreux, mais nous espérions que vous pourriez envisager de couvrir la totalité du montant. Après tout, traditionnellement, c'est la famille de la mariée qui paie, mais les parents d'Amelia sont dans une situation financière difficile en ce moment. Papa t'a laissé à l'aise, non, maman, a ajouté Jackson, levant enfin les yeux. Je sais qu'il voudrait que nous ayons un beau mariage. La mention d'Harold m'a prise au dépourvu. Mon mari avait toujours insisté sur le fait de vivre selon ses moyens et de trouver de la valeur dans les expériences plutôt que dans l'extravagance. Le mariage qu'il décrivait l'aurait fait grincer des dents. Ton père croyait en la responsabilité financière, ai-je dit doucement. 20 000 € est ma contribution. Vous devrez ajuster vos plans ou trouver un autre moyen de couvrir la différence. Après leur départ, Amelia dissimulant à peine sa déception, j'ai reçu un texto de Jackson. Amelia est contrariée. Elle dit que la plupart des mères seraient plus généreuses, surtout les veuves qui ont été bien laissées. Pouvons-nous parler d'augmenter ta contribution? Ce texto a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. Amelia croyait que j'avais une richesse importante et poussait Jackson à y accéder. La question était de savoir combien elle pensait que j'avais et jusqu'où elle irait pour l'obtenir. 2 semaines plus tard, Jackson a appelé pour dire qu'ils avaient revu certains plans à la baisse et obtenu un prêt pour les coûts restants. Il semblait stressé, mais a insisté sur le fait que tout allait bien. J'ai viré les 20 000 € sur son compte le lendemain, me sentant à la fois soulagé et préoccupé par cette nouvelle dette qu'il contractait. À l'approche de la date du mariage, je me suis retrouvé de plus en plus mis à l'écart dans le processus de planification. Amelia avait pris le contrôle, ne communiquant avec moi que lorsque des questions financières devaient être discutées. Elle a organisé une robe de mère du marié pour moi sans consultation, m'envoyant un ensemble bleu marine de taille trop grand et stylistiquement environ 20 ans trop vieux pour moi. Amelia a pensé que ce serait parfait pour vous, a dit la propriétaire de la boutique quand je suis allé pour les retouches. Elle a mentionné que vous préférez les styles conservateurs. Je l'ai échangé contre quelque chose de plus approprié, une décision qui a mené à un appel téléphonique tendu d'Amelia sur le respect de sa vision pour l'esthétique du mariage. La veille de la dernière visite du lieu, je suis arrivé en avance et j'ai surpris Amelia au téléphone dans le hall de l'hôtel, parlant d'un ton feutré mais excité.
Tout se passe comme prévu, disait-elle. Le mariage est en bonne voie, et après ça, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons accès à l'argent de la famille. Jackson n'a aucune idée de combien il y en a vraiment, mais sa mère doit être assise sur une fortune provenant de la vente de cette entreprise. Mon sang s'est glacé alors qu'elle continuait. Une fois mariée, je travaillerai à le convaincre de demander notre juste part. Elle ne peut pas l'emporter avec elle, et pourquoi devrions-nous attendre un héritage alors qu'il pourrait nous aider maintenant? Je me suis éclipsé avant qu'elle ne puisse me voir, l'esprit en ébullition. Cette confirmation de mes pires craintes m'a envoyé directement chez Thomas, mon conseiller financier, le lendemain matin. Je dois protéger mes actifs, lui ai-je dit sans détour après avoir expliqué la situation. Mon fils épouse une femme qui semble en avoir après mon argent, et je m'inquiète de ce qui pourrait arriver après leur mariage. Thomas a hoché la tête gravement. Malheureusement, ce n'est pas rare dans les situations où il y a une richesse importante. Avez-vous été transparente avec Jackson sur l'étendue de vos actifs? Non, ai-je admis. Harold et moi avons toujours cru que Jackson devait tracer son propre chemin. Il sait que nous étions à l'aise, mais pas toute l'étendue. C'était probablement sage, a dit Thomas. Maintenant, nous devons nous assurer que tout est correctement structuré pour vous protéger, vous et finalement Jackson lui-même. Il m'a recommandé de rencontrer Linda, mon avocate, pour examiner et mettre à jour ma planification successorale. Assurez-vous que votre testament, vos fiducies et autres documents juridiques sont à jour et reflètent vos souhaits. Envisagez de mettre en place des conditions spécifiques pour tout héritage que Jackson pourrait recevoir. La rencontre avec Linda a été à la fois rassurante et dégrisante. Nous avons passé 3 heures à examiner tout mon plan successoral, en faisant des ajustements pour protéger mes actifs contre d'éventuelles réclamations. Dans la plupart des États, un nouveau conjoint n'aurait aucun droit légal sur vos actifs, a expliqué Linda. Mais si Jackson héritait et mélangeait ensuite ses actifs avec des biens matrimoniaux, les choses pourraient se compliquer en cas de divorce. Nous avons mis en place une série de fiducies avec des conditions spécifiques qui protégeraient l'héritage éventuel de Jackson, même en cas de divorce. Linda m'a également aidé à rédiger une lettre expliquant mes décisions à remettre à Jackson s'il m'arrivait quelque chose. En quittant son bureau, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Je protégeais ce qu'Harold et moi avions construit, mais au prix d'une totale franchise avec mon fils unique. Je gardais des secrets pour Jackson à un moment où nous aurions dû célébrer son bonheur. Est-ce que je fais ce qu'il faut, me suis-je demandé en rentrant chez moi. Le souvenir de la conversation téléphonique d'Amelia a répondu à ma question. Il ne s'agissait pas seulement de protéger de l'argent. Il s'agissait de protéger Jackson de quelqu'un qui le voyait comme un chemin vers la richesse plutôt qu'un partenaire à aimer. Ce soir-là, Jackson a appelé pour demander si je pouvais augmenter ma contribution pour couvrir des frais de mariage imprévus. La conversation était gênante, Jackson étant clairement mal à l'aise de faire la demande. Amelia a découvert que les fleurs coûteront plus cher que prévu, a-t-il expliqué. Et le photographe veut un acompte supplémentaire pour les heures supplémentaires. J'ai déjà viré le montant sur lequel nous nous sommes mis d'accord, ai-je dit fermement. C'est ma contribution, Jackson. Mais maman, a-t-il insisté, ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Papa t'a laissé bien à l'abri, et c'est le mariage de ton fils unique. Ma situation financière n'est pas le problème, ai-je répondu. C'est une question de limite et de vivre selon ses moyens, des valeurs que ton père et moi avons essayé de t'inculquer. Il y a eu une pause avant que Jackson ne reprenne la parole, sa voix sonnant soudain plus comme le fils que je connaissais. Tu as raison. Je suis désolé, maman. Nous nous débrouillerons. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le fauteuil préféré d'Harold, essayant de concilier le fils de principe et réfléchi que nous avions élevé avec l'homme qui faisait maintenant pression pour de l'argent afin de financer un mariage extravagant avec une femme qui avait clairement des arrière-pensées. Tu me manques, Harold, ai-je murmuré dans la pièce vide. Tu saurais exactement quoi faire en ce moment. Comme en réponse, je me suis souvenu de quelque chose qu'Harold disait souvent face à des décisions commerciales difficiles, dans le doute, attends. Le temps révèle la vérité mieux que n'importe quelle enquête. Le mariage n'étant plus qu'à 2 semaines, j'ai décidé de suivre ce conseil. J'assisterai au mariage, soutiendrai mon fils et garderai ma situation financière privée tout en observant attentivement ce que le temps révélerait sur les véritables intentions d'Amelia. Le matin du mariage de Jackson et Amelia s'est levé, clair et lumineux, une journée de printemps parfaite qui semblait se moquer de mon trouble intérieur.
Alors que je m'habillais dans ma robe bleu marine retouchée, me maquillant pour cacher les signes d'une autre nuit agitée, j'ai essayé de me concentrer sur un simple fait. C'était le jour du mariage de mon fils, et malgré mes inquiétudes concernant sa fiancée, je devais être présente et le soutenir. Le grand Lakeside Hotel avait été transformé en quelque chose tiré d'un magazine de luxe. Des lustres en cristal pendaient de structures temporaires au-dessus de l'espace de cérémonie extérieure. Des orchidées et des roses blanches ornaient chaque surface, leur parfum lourd dans l'air. Un quatuor à cordes jouait doucement à l'arrivée des invités, beaucoup semblant quelque peu déconcertés par l'opulence. Toute une production, n'est-ce pas? A dit Martin, l'ancien associé d'Harold et le parrain de Jackson, en me rejoignant près de l'entrée. Harold aurait trouvé tout ça un peu excessif. J'ai souri tristement. Il aurait suggéré qu'ils prennent l'argent et le mettent dans un acompte pour une maison à la place. Martin a hoché la tête, ses yeux balayant l'installation élaborée. En parlant d'argent, une idée de comment il se paie tout ça? La dernière fois que j'ai vérifié, les professeurs ne gagnaient pas ce genre de salaire, et tu as mentionné que tu n'avais contribué qu'à une partie. Ça m'a inquiété aussi, ai-je admis à voix basse. Je crois qu'ils ont contracté des prêts. Amelia semble avoir des goûts de luxe. Eh bien, a dit Martin en me tapotant la main. Jackson a la tête sur les épaules. Harold s'en est assuré. Il s'en sortira. J'aurais aimé partager sa confiance. La cérémonie elle-même était magnifique, bien que surproduite. Jackson était beau dans son smoking, bien que j'ai remarqué une tension autour de ses yeux qui n'était pas là avant. Quand il a récité ses vœux, sa voix était stable, mais manquait de l'émotion que j'aurais attendue en ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Amelia, resplendissante dans une robe de créateur qui devait coûter des milliers, semblait plus concentrée sur le photographe capturant son bon profil que sur les mots qu'elle prononçait. Quand l'officiant les a déclarés mari et femme, son sourire triomphant m'a glacé le sang. À la réception, j'étais assise à la table familiale aux côtés des parents d'Amelia que je rencontrais pour la première fois. Frank et Judith Sullivan étaient visiblement mal à l'aise dans le cadre somptueux, leurs vêtements de grand magasin détonnant parmi les tenues de créateurs des invités. C'est si chic, m'a murmuré Judith après s'être présentée. Nous avons dit à Amelia que nous ne pouvions pas beaucoup contribuer, mais elle a insisté pour que tout soit parfait. C'est certainement élaboré. Ai-je convenu, en regardant les serveurs circuler avec des plateaux de champagne que je savais coûter plus de 100 € la bouteille. Avez-vous été surpris de la rapidité avec laquelle ils ont décidé de se marier? Frank s'est agité sur son siège. Entre nous, oui. Amelia a toujours été, eh bien, ambitieuse. Quand elle nous a parlé de Jackson et de son milieu familial, nous craignons qu'elle ne se précipite pour les mauvaises raisons. Son milieu familial, ai-je demandé prudemment. Judith a regardé autour d'elle avant de se pencher plus près. Elle a mentionné que son père possédait une entreprise prospère. Elle semblait assez concentrée sur cet aspect en le décrivant. Avant que je puisse répondre, le DJ a annoncé l'entrée du couple et la conversation a été interrompue par des applaudissements. Pendant le dîner, j'ai observé les parents d'Amelia, notant leur malaise face à l'extravagance et la façon dont ils semblaient surpris par certaines références à la vie et à la carrière de leur fille. Pendant les toasts, Amelia a fait teinter son verre et s'est levée, son sourire éblouissant sous les lustres. Je veux remercier tout le monde d'être venu célébrer notre journée spéciale, a-t-elle commencé. Surtout ma nouvelle belle-mère, Bridget, qui a élevé un homme si merveilleux et m'a accueilli dans une famille avec une telle sécurité et prospérité. Son insistance sur ces derniers mots était subtile mais sans équivoque. J'ai remarqué que Jackson bougeait légèrement sur son siège, une lueur d'inconfort traversant son visage. Après le repas, alors que les invités commençaient à danser, je me suis dirigé vers les toilettes. Dans le couloir, j'ai surpris Amelia parlant à une femme que j'ai reconnue comme sa demoiselle d'honneur. « Arrête de t'inquiéter pour le coup, » disait Amelia. « Ce n'est que le début. Nous serons bientôt à l'abri pour la vie. »« Mais ces cartes de crédit sont à ton nom, » a répondu son amie. « Et tu en as vidé 3 pour ce mariage. » Amelia a ri. « Crois-moi, c'est un investissement. La mère de Jackson est richissime. Elle fait juste semblant. Son père a vendu son entreprise pour des millions avant de mourir. Je me suis glissé dans les toilettes avant qu'elle ne puisse me voir, mes mains tremblant alors que je m'agrippais au lavabo. La confirmation des intentions d'Amelia n'apportait aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse pour mon fils et la colère d'avoir eu raison sur ses motivations. Plus tard,
lors d'un rare moment où Jackson était seul près du bar, je l'ai approché. Les 4 verres qu'il avait bu semblaient avoir libéré quelque chose en lui, et pendant un instant, mon vrai fils est apparu à travers la façade qu'il maintenait. « Maman » a-t-il dit, sa voix plus basse que d'habitude. « Je dois te dire quelque chose sur Amelia, sur tout ça. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Amelia est apparue à ses côtés, ses bras se glissant possessivement dans les siens. « Te voilà, chérie. Le photographe veut des photos au coucher du soleil près du lac. » Le moment était passé. Jackson m'a jeté un regard d'excuse alors qu'Amelia l'emmenait, ses paroles non dites suspendues entre nous. Alors que la réception tirait à sa fin, j'ai remarqué un net refroidissement dans l'attitude d'Amelia à mon égard. Le numéro de belle-mère mielleuse qu'elle avait maintenu s'est estompé une fois la plupart des invités partis, remplacé par des interactions brèves, presque dédaigneuses. Quand je me suis approché pour dire au revoir, elle m'a à peine regardé, se concentrant plutôt sur les instructions au coordinateur de mariage pour conserver le dernier étage du gâteau. « Jackson, je rentre à la maison », ai-je dit en serrant mon fils dans mes bras. C'était un beau mariage. « Merci pour tout, maman », a-t-il répondu, me serrant fort. Il y avait quelque chose de désespéré dans son étreinte, quelque chose qui me donnait envie de le ramener à la maison avec moi, comme quand il était un petit garçon avec un genou écorché. Amelia s'est finalement tournée vers moi, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Oui, merci pour votre contribution. Nous avons réussi à nous en sortir malgré le budget limité. » La pique était intentionnelle, et j'ai vu Jackson grimacer. Plutôt que de répondre, j'ai simplement souri et embrassé la joue de mon fils. « Appelle-moi quand tu rentreras de ta lune de miel. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai repassé chaque interaction, chaque conversation surprise, chaque moment inconfortable du mariage. L'extravagance, les prêts, l'obsession d'Amelia pour l'argent de la famille, la quasi-confession de Jackson au bar. Tout indiquait une situation qui allait probablement empirer avant de s'améliorer. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné tôt. C'était Jackson, appelant avant leur départ pour leur lune de miel à Bali, une autre dépense que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre. « Maman », sa voix semblait tendue. Je voulais juste prendre des nouvelles avant notre départ. « Est-ce que tout va bien, mon chéri ?» ai-je demandé. Il y a eu une pause. « Oui, tout va bien. C'est juste. » Amelia et moi parlions et nous pensions regarder des maisons à notre retour. Rien de trop chic, mais quelque chose avec un peu plus d'espace que mon appartement. J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus. Je me demandais si tu envisagerais de nous aider avec un acompte, tu sais, comme cadeau de mariage. Amelia a mentionné que beaucoup de parents le font pour leurs enfants de nos jours. La demande a confirmé mes craintes que ce ne soit que le début des demandes financières. Jackson, acheter une maison est une grande décision. Pourquoi n'en parlerions-nous pas à votre retour? Profitez de votre lune de miel et ne vous inquiétez pas de la recherche de maison pour l'instant. Bien sûr, a-t-il dit, semblant à la fois soulagé et déçu. C'est logique. Alors que nous nous disions au revoir, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que mon fils était plus en difficulté qu'il ne le réalisait, pris dans un engrenage d'attente et d'engagement financier qui devenait déjà incontrôlable. « Oh, Harold !» ai-je murmuré après avoir raccroché. Notre garçon a des ennuis, et je ne sais pas s'il le voit même encore. 5 jours après le mariage, j'étais dans mon jardin à m'occuper des rosiers qu'Harold et moi avions plantés ensemble pour notre 10e anniversaire. Le soleil printanier était chaud sur mon dos alors que je taillais soigneusement les branches mortes, trouvant du réconfort dans cette routine familière. Jackson et Amelia étaient toujours en lune de miel à Bali, envoyant des photos occasionnelles de plages tropicales et d'équipements de luxe qui me faisaient grimacer en pensant aux factures de cartes de crédit à venir. Le bruit des pneus sur mon allée de gravier m'a tiré de mes pensées. En levant les yeux, j'ai vu une Mercedes noire et élégante que je ne reconnaissais pas se garer à côté de ma modeste Volvo. Le nœud dans mon estomac s'est resserré quand Amelia est sortie du côté passager, vêtue de lunettes de soleil de créateur et d'un tailleur pantalon blanc impeccable qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est de voir un homme d'âge mûr en costume coûteux sortir du côté conducteur. Il portait une mallette en cuir et arborait une expression de neutralité étudiée que je reconnaissais de mes rencontres avec les avocats d'Harold au fil des ans. Jackson n'était nulle part en vue. J'ai enlevé mes gants de jardinage et me suis dirigé vers eux, un sentiment de pressentiment grandissant à chaque pas. « Amelia » ai-je dit, en gardant une voix égale.
C'est une surprise. Je pensais que vous et Jackson étiez à Bali jusqu'à la semaine prochaine. Nous étions censés l'être. A-t-elle répondu sans offrir plus d'explications. Bridget, voici Albert Wright, notre conseiller financier familial. Nous devons vous parler de quelque chose d'important. Notre conseiller financier familial. Ils étaient mariés depuis moins d'une semaine et soudain, ils avaient un conseiller financier familial dont je n'avais jamais entendu parler. Je vois, ai-je dit calmement. Pourquoi n'irions-nous pas à l'intérieur? Je peux faire du café. Une fois dans mon salon, avec des tasses de café intactes sur la table entre nous, Albert Wright a ouvert sa mallette et a sorti plusieurs documents. Madame Williams, a-t-il commencé d'un ton qui réussissait à être à la fois respectueux et condescendant. Amelia m'a consulté sur une question de finances familiales que nous pensons devoir aborder rapidement. J'ai regardé Amelia, dont l'expression était passée du rôle de belle-fille charmante qu'elle avait maintenue avant le mariage à quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Où est Jackson, lui ai-je demandé directement. Il rencontre un agent immobilier pour une propriété qui nous intéresse, a-t-elle répondu sans heurts. Il vous envoie ses amitiés, mais a pensé que cette conversation serait plus facile sans sa présence. Cela ne ressemblait pas du tout à mon fils, et mes soupçons se sont approfondis. Albert s'est éclairci la gorge. Madame Williams, nous avons appris qu'à la suite du décès de votre mari, vous avez hérité d'environ 42 millions d'euros de la vente de sa chaîne de quincaillerie et d'autres investissements. Le chiffre précis m'a glacé. Je n'avais jamais partagé ce nombre avec personne en dehors de mes conseillers financiers et de mon avocate. Et comment exactement avez-vous appris cela? Ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Amelia s'est penchée en avant. Jackson a trouvé de vieux papiers d'affaires de son père dans un entrepôt. Les chiffres de la vente y étaient documentés. Nous avons été assez surpris d'apprendre l'étendue de la richesse familiale, surtout compte tenu de votre style de vie modeste. Je doutais fort que Jackson ait trouvé de tels papiers ou qu'il les aurait partagés s'il l'avait fait. Cela portait la marque d'Amelia, probablement de ses explorations non autorisées de ma maison avant le mariage. Je vois, ai-je dit, ne révélant rien. Et en quoi est-ce pertinent pour la visite d'aujourd'hui? Albert a souri d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Madame Williams, Amelia et Jackson pensent qu'en tant que fils unique et héritier de l'héritage de la famille Williams, Jackson devrait avoir accès à une partie de ses fonds maintenant, plutôt que d'attendre un héritage qui pourrait être dans des décennies. Nous ne rajeunissons pas, a ajouté Amelia avec une audace à couper le souffle. Et franchement, il semble égoïste d'accumuler une telle richesse alors qu'elle pourrait aider votre fils et sa femme à s'établir correctement. J'ai pris un moment pour les étudier tous les deux, en gardant une expression neutre malgré la colère qui montait en moi. Et que proposez-vous exactement? Albert a poussé un document vers moi. Nous avons préparé une proposition raisonnable pour une distribution initiale d'actifs. Nous pensons que 10 millions d'euros seraient appropriés pour aider les jeunes mariés à acheter une maison convenable, à établir des comptes d'investissement et à régler les dettes contractées pendant le mariage. 10 millions d'euros. Pendant un instant, j'étais trop abasourdi pour parler. L'audace de la demande était à couper le souffle. De plus, a-t-il poursuivi, nous suggérons une allocation mensuelle de 25 000 euros pour soutenir leur style de vie, pendant que Jackson se concentre sur sa carrière universitaire et qu'Amelia envisage de se consacrer à la vie de famille. La vie de famille. L'implication était claire, et cela m'a glacé le sang. Il brandissait déjà de potentiels petits-enfants comme levier. Et si je refuse cette généreuse proposition, ai-je demandé, ma voix froide. La façade d'Amelia s'est légèrement fissurée, un éclair de colère traversant ses traits avant qu'elle ne se ressaisisse. Alors nous devrons explorer d'autres options. Albert a mentionné la possibilité que le testament d'Harold soit contestable, surtout si nous pouvions démontrer que vous l'avez influencé indûment pendant sa maladie. Ou, a ajouté Albert sans heurts, des inquiétudes pourraient être soulevées quant à votre capacité à gérer des actifs aussi importants à votre âge. Les tribunaux sont souvent favorables aux réclamations des enfants cherchant à protéger le patrimoine familial d'une mauvaise gestion potentielle. Il me menaçait de me déclarer incompétente ou de m'accuser d'avoir manipulé mon mari mourant, tout ça pour mettre la main sur l'œuvre de la vie d'Harold. Je me suis levé lentement, ma décision prise. Je pense que cette conversation est allée assez loin. Je vais devoir vous demander à tous les deux de quitter ma maison. Vous faites une erreur, a dit Amelia, son masque agréable complètement tombé maintenant. Jackson sera dévasté d'apprendre à quel point vous vous souciez peu de son avenir.
J'en doute fort, ai-je répondu. En fait, je me demande si Jackson sait que vous êtes ici. Les yeux d'Amelia se sont rétrécis. Bien sûr qu'il le sait. C'était son idée. Le mensonge était si transparent que j'en ai presque ri. Alors j'en discuterai directement avec lui à son retour. D'ici là, je n'ai plus rien à vous dire à aucun de vous deux. Albert a rassemblé ses papiers, semblant mal à l'aise pour la première fois. Peut-être réalisait-il qu'il avait mal jugé la situation ou la facilité avec laquelle je pouvais être intimidé. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Amelia s'est retournée, son expression maintenant ouvertement hostile. Ce n'est pas fini, Bridget. Vous pouvez partager ce qui fait légitimement partie de notre famille maintenant, ou perdre votre fils pour toujours. Le choix vous appartient. Après leur départ, je suis restée assise, tremblante, dans le fauteuil d'Harold, la colère et la peur m'envahissant par vagues. Pas de peur pour moi ou même pour l'argent, mais pour Jackson. Si Amelia était prête à aller aussi loin après moins d'une semaine de mariage, que pourrait-elle faire d'autre? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Linda, mon avocate. Sa secrétaire m'a immédiatement passé en entendant l'urgence dans ma voix. Linda, ai-je dit sans préambule, j'ai besoin de votre aide. Ma belle-fille vient de se présenter avec quelqu'un se prétendant conseiller financier, exigeant 10 millions d'euros et menaçant d'une action en justice si je refuse. La réponse de Linda a été immédiate et rassurante. Ne vous inquiétez pas, Bridget. Ils n'ont aucun fondement juridique. Documentez tout ce qui a été dit aujourd'hui pendant que c'est frais dans votre esprit. Envoyez-le-moi par email et ne communiquez plus avec aucun d'eux avant que nous ayons élaboré une stratégie. Après avoir raccroché, j'ai fait comme Linda l'avait suggéré, tapant chaque détail de la conversation pendant qu'elle était encore fraîche. Puis j'ai appelé Thomas, mon conseiller financier, pour l'alerter de la situation et m'assurer que personne ne pourrait accéder à aucun de mes comptes sans autorisation appropriée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, l'esprit en ébullition d'inquiétude pour Jackson et de colère face à la manipulation d'Amelia. Je me demandais où était vraiment mon fils et s'il avait la moindre idée de ce que sa nouvelle femme faisait en son nom. La confrontation avait rendu une chose très claire. Mon instinct à propos d'Amelia avait été juste depuis le début. Maintenant, je devais trouver un moyen d'aider Jackson à voir la vérité avant qu'elle ne cause des dommages irréparables à sa vie et à notre relation. Le lendemain de l'embuscade d'Amelia avec son soi-disant conseiller financier, j'étais encore sous le choc de la confrontation. J'avais passé la matinée au téléphone avec Linda à discuter des protections juridiques et des prochaines étapes. Quand la sonnette a retenti, mon cœur a bondi dans ma gorge, craignant qu'Amelia ne soit revenue avec plus de demandes ou de menaces. Au lieu de cela, quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Jackson debout seul sur mon porche, l'air hagard et ne ressemblant en rien à un homme en lune de miel. Ses yeux étaient injectés de sang avec des cernes en dessous, ses vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. « Maman » a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. « Je peux entrer ?» Je l'ai serré dans mes bras avant de le faire entrer. De près, il avait l'air encore pire. L'ombre du professeur confiant qui se tenait à l'hôtel quelques jours plus tôt. « Jackson, que s'est-il passé? Pourquoi n'es-tu pas à Bali ?» Je l'ai conduit à la cuisine, mettant automatiquement la bouilloire en marche pour du thé comme je l'avais fait tout au long de son enfance quand il était contrarié. Il s'est affalé sur une chaise à la table de la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux en désordre. Nous sommes rentrés plus tôt. Amelia a dit qu'elle avait une urgence de travail, mais... Il s'est interrompu, l'air perdu. Mais ce n'était pas vrai, ai-je suggéré doucement, posant une tasse de thé à la camomille devant lui. Jackson a levé les yeux, son regard hanté. Elle m'a dit qu'elle rencontrait un collègue hier après-midi. Quand elle est revenue à notre appartement, elle était furieuse, disant que tu avais été cruelle et méprisante quand elle est passée te voir. C'était donc l'histoire qu'elle avait inventée. Jackson, Amelia est bien venue ici hier, mais pas seule et pas pour prendre de mes nouvelles. J'ai expliqué ce qui s'était réellement passé, regardant l'expression de mon fils passer de la confusion à l'incrédulité, et enfin à une prise de conscience dévastatrice. 10 millions d'euros. A-t-il murmuré. Elle t'a demandé 10 millions d'euros. J'ai hoché la tête. Et des paiements mensuels de 25 000 euros. Ils ont prétendu que c'était ton idée, que tu étais au courant de la réunion. Le visage de Jackson s'est décomposé. Je n'en avais aucune idée, maman. Je te le jure. Il a pressé ses paumes contre ses yeux. Mais j'aurais dû. Mon Dieu,
j'aurais dû le voir venir. Que veux-tu dire, mon chéri? Il a pris une profonde inspiration. Les choses sont étranges depuis le mariage. Lors de notre première nuit à Bali, Amelia a commencé à parler de regarder des propriétés de plusieurs millions d'euros à notre retour. Quand je lui ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose comme ça, elle a ri et a dit de ne pas s'inquiéter, que l'argent de la famille s'en occuperait. Mon cœur s'est serré pour lui alors qu'il continuait. Ensuite, je l'ai trouvé en train de fouiller dans mon ordinateur portable, regardant des fichiers du vieux bureau de papa que j'avais scanné il y a des années. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle est devenue sur la défensive, disant qu'elle essayait juste d'en apprendre plus sur l'entreprise familiale. Les mains de Jackson tremblaient autour de sa tasse. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour la trouver au téléphone avec quelqu'un discutant de transfert d'actifs et de fiducie familiale. Quand elle m'a vu, elle a raccroché immédiatement. « Pourquoi n'as-tu rien dit, ne l'as-tu pas confronté ?» ai-je demandé. Je l'ai fait, plus tard dans la journée. Elle a tout nié, a dit que j'étais paranoïaque et que je gâchais notre lune de miel. Mais ensuite, j'ai trouvé des notes qu'elle avait prises sur l'entreprise de papa avec des chiffres entourés et des calculs dans les marges. Il m'a regardé, les yeux remplis de honte. Une note disait, environ 42 millions hérités par la belle-mère. C'était mon moment d'être complètement honnête avec mon fils. Jackson, ce chiffre est exact. La vente de l'entreprise de ton père, les investissements et l'assurance vie m'ont laissé avec 42 millions d'euros. Ses yeux se sont agrandis. Je savais que papa avait bien réussi, mais je n'avais aucune idée que c'était autant. Nous ne voulions pas que l'argent définisse ta vie ou tes choix, ai-je expliqué. Ton père croyait fermement que tu devais trouver ta propre voie, construire ton propre succès. Et je pensais l'avoir fait, a dit amèrement Jackson. J'étais fier de ma carrière, de mon indépendance. Mais Amelia. Il s'est interrompu, baissant les yeux sur ses mains. Tu es tombé amoureux. Ai-je dit doucement. Il n'y a pas de honte à cela. Ce n'était pas de l'amour, a-t-il dit, sa voix se durcissant. Du moins pas de sa part. Après avoir trouvé ses notes, j'ai commencé à faire plus attention. J'ai vérifié son téléphone quand elle était sous la douche, j'ai écouté ses conversations. Elle planifiait ça depuis le début, maman. Il a sorti son téléphone et m'a montré des messages textes entre Amelia et son amie, la même demoiselle d'honneur que j'avais surprise au mariage. Je l'ai eue pour la demande en mariage. Mariage le mois prochain. La belle-mère joue toujours les pauvres, mais nous savons la vérité. Argent, argent. Bientôt. Un autre texto, il faut pousser pour l'argent de la maison juste après le mariage. Frappé tant que le lien émotionnel est fort. Et le plus accablant de tous, un message juste avant le mariage, Jackson n'a aucune idée de la richesse familiale. Une fois marié, droits légaux sur les actifs. L'avocat dit que la planification successorale peut être contestée. En lisant ces messages, j'ai ressenti un mélange complexe de justification et de chagrin. Mes soupçons étaient justes, mais cela n'apportait aucune joie, seulement de la tristesse pour ce que mon fils traversait. Jackson a repris son téléphone, son expression résolue malgré sa douleur évidente. Je suis parti pendant qu'elle rencontrait des amis ce matin. Je lui ai dit que j'avais besoin de me vider la tête. Je suis venu directement ici parce que j'avais besoin de savoir si ce que je soupçonnais était vrai. Je suis tellement désolé, Jackson, ai-je dit, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. Non, c'est moi qui suis désolé, a-t-il insisté. J'aurais dû écouter mon instinct, ou au moins le tien. Tu étais prudente avec elle depuis le début, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. J'avais des inquiétudes, mais je voulais soutenir ton bonheur, et j'aurais pu me tromper. Mais tu ne t'es pas trompé, a-t-il dit sèchement. Et maintenant, je suis marié à quelqu'un qui ne voulait de moi que pour un héritage potentiel. Nous sommes restés en silence un moment, le poids de la situation s'installant autour de nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je finalement demandé. Jackson a redressé les épaules, une lueur de détermination perçant à travers son désespoir. D'abord, je veux tout savoir sur la succession de papa et ta situation financière. Plus de secrets entre nous. Ensuite, nous confronterons Amelia ensemble, avec les preuves de ce qu'elle a fait. J'ai hésité. Es-tu sûr que la confronter est sage? Il serait peut-être préférable de parler d'abord avec un avocat spécialisé en divorce. Divorce? Il a répété le mot,
qui sonnait étranger sur sa langue. Mon mariage n'a même pas duré une semaine. Je suis tellement désolé, mon chéri. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. Mieux vaut le découvrir maintenant que dans des années, après des enfants ou des finances plus enchevêtrées. Son expression s'est de nouveau durcie. Mais je veux qu'elle sache que nous savons. Je ne la laisserai pas s'en tirer en pensant qu'elle a presque réussi. Au cours des heures suivantes, j'ai tout montré à Jackson. Les documents de succession, les portefeuilles d'investissement et les mesures de protection que j'avais mises en place avec Linda après avoir remarqué le comportement inquiétant d'Amelia. J'ai expliqué les fiducies qu'Harold avait établies pour Jackson qui arriverait à échéance à ses 35 ans, et la lettre que son père avait écrite expliquant sa philosophie sur la richesse et la famille. Papa avait raison, a dit Jackson après avoir lu la lettre d'Harold. L'argent révèle le caractère. Il a juste fallu Amelia pour me montrer à quel point c'est vrai. Nous avons appelé Linda et lui avons demandé de venir, en apportant avec elle la documentation de la confrontation de la veille. Ensemble, nous trois avons élaboré une stratégie pour confronter Amelia tout en protégeant à la fois Jackson et les actifs familiaux. Le mariage est si récent qu'une annulation pourrait être possible, a conseillé Linda, surtout avec des preuves de fraude ou de fausses déclarations. Sinon, un divorce sera relativement simple compte tenu de la courte durée et de l'accord prénuptial. Il n'y a pas d'accord prénuptial, a admis Jackson, l'air honteux. Linda et moi avons échangé un regard. Cela complique les choses, a-t-elle reconnu, mais ce n'est pas insurmontable. Les preuves de ses intentions sont convaincantes, et la plupart des États ont des lois qui protègent les héritages en tant que biens propres. À l'approche du soir, Jackson a appelé Amelia, sa voix stable alors qu'il lui demandait de venir chez moi pour discuter de questions financières familiales. Son empressement était évident même au téléphone. En attendant son arrivée, Jackson s'est assis dans le bureau de son père, regardant les photographies sur le mur. « J'aimerais que papa soit là », a-t-il dit doucement. Il aurait vu clair en elle immédiatement. « Il serait fier de la façon dont tu gères ça maintenant », lui ai-je dit. C'est ce qui compte. Quand la sonnette a retenti une heure plus tard, Jackson et moi avons échangé un regard de détermination. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble, avec la vérité et la force qui vient des liens familiaux qui ne peuvent être ni achetés ni manipulés. La confrontation qui a suivi serait difficile mais nécessaire, marquant la fin d'un chapitre douloureux et le début de la guérison pour nous deux. La confrontation avec Amelia a été tout aussi difficile que nous l'avions prévu, mais nécessaire pour la tranquillité d'esprit de Jackson et notre protection juridique. Quand elle est arrivée chez moi ce soir-là, son visage s'est illuminé à la vue de Jackson, se transformant rapidement en sympathie calculée quand elle a remarqué sa détresse. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé en tendant la main vers lui. « Ta mère ne te cause pas de problème à propos de nos discussions financières, n'est-ce pas ?» Jackson a reculé. « Asseyons-nous, Amelia. Nous devons parler. » Dans mon salon, avec Linda présente en tant qu'avocate, nous avons tout exposé. Les textos sur le téléphone de Jackson, mon récit de sa visite avec Albert Wright, et les preuves de ses recherches dans des documents personnels. Au début, Amelia a tenté de nier, sa performance presque convaincante dans son indignation. Ce sont des accusations ridicules, a-t-elle insisté, les larmes lui montant aux yeux. J'aime Jackson. Oui, j'étais curieuse des finances familiales, mais quelle femme ne le serait pas? Une femme qui se marie par amour n'amènerait pas un conseiller financier pour exiger 10 millions d'euros 5 jours après le mariage, ai-je fait remarquer calmement. Quand le déni a échoué, elle a tenté de semer la zizanie entre Jackson et moi. Ta mère m'a toujours détesté. Lui a-t-elle dit en lui prenant la main. Elle essaie de te contrôler par l'argent. Tu ne vois pas. Jackson a retiré sa main. Arrête de mentir, Amelia. J'ai vu les textos à tes amis. Je sais que ce mariage était une manœuvre financière calculée depuis le début. Sa façade s'est fissurée, puis la colère a remplacé les larmes qui avaient séché de manière suspecte. Très bien, a-t-elle lâché. Que étais-je censé faire? Épouser un universitaire fauché sans avenir? Votre famille est assise sur 42 millions d'euros tout en vivant comme des petits bourgeois? C'est pathétique. Ce qui est pathétique, a répondu Jackson avec un calme remarquable, c'est de penser que l'argent équivaut au bonheur ou au succès. Mon père a bâti son entreprise grâce au travail acharné et à l'intégrité, des valeurs que tu ne comprends manifestement pas. Linda a ensuite exposé la marche à suivre. Séparation immédiate,
procédure d'annulation pour fraude et une mise en demeure concernant toute réclamation contre ma succession. L'expression d'Amelia est devenue de plus en plus furieuse alors qu'elle réalisait que ses plans s'effondraient. Vous le regretterez, a-t-elle sifflé en ramassant son sac à main de créateur. Vous deux. J'ai des droits en tant qu'épouse, et je m'assurerai que cela vous coûtera cher. La seule chose qui coûte cher ici, c'est la leçon que j'ai apprise. A répondu Jackson. Et elle valait chaque centime. Après qu'elle soit sortie en trombe, Jackson s'est assis lourdement sur le canapé, l'épuisement émotionnel visible dans chaque ligne de son corps. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle. L'amour nous rend vulnérables, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. Il n'y a pas de honte à avoir un cœur ouvert. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles mais curatives. Avec les conseils experts de Linda, Jackson a demandé l'annulation pour fraude et fausse déclaration. Amelia a d'abord menacé d'une longue bataille juridique, mais a reculé face aux preuves accablantes de sa tromperie calculée. Le mariage a été annulé 6 semaines plus tard, déclaré légalement nul, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Les conséquences financières ont été relativement simples grâce à la brièveté du mariage et à nos actions rapides. Jackson a assumé la responsabilité de la dette du mariage, insistant pour la payer lui-même malgré mon offre d'aide. Je dois nettoyer mes propres dégâts, a-t-il dit fermement. Papa n'aurait attendu rien de moins. Tout au long de cette période difficile, j'ai regardé mon fils faire le deuil non seulement de la relation, mais aussi de l'avenir qu'il avait imaginé. Pourtant, au sein de ce deuil, je l'ai aussi vu se reconnecter avec les valeurs qu'Harold et moi lui avions inculquées. L'intégrité, la responsabilité et la compréhension que la vraie richesse réside dans le caractère, pas dans les comptes en banque. 3 mois après l'annulation, Jackson et moi avons établi une nouvelle tradition de discussion financière hebdomadaire où nous examinions ouvertement les investissements, les projets et les opportunités philanthropiques. C'est au cours d'une de ces réunions que j'ai officiellement créé une fiducie pour Jackson avec des conditions spécifiques qui reflétaient à la fois la protection et la confiance. L'argent sera à ta disposition à 35 ans comme ton père l'avait prévu, ai-je expliqué, mais avec des dispositions qui le protègent des réclamations futures. Non pas parce que je ne fais pas confiance à ton jugement, mais parce que tout le monde mérite une deuxième couche de sécurité. Jackson a hoché la tête, comprenant la sagesse de cette approche. J'ai réfléchi à ce que j'en ferais éventuellement, a-t-il dit. Peut-être un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération au nom de papa. Ces paroles m'ont rempli de fierté. C'était bien le fils d'Harold. Alors que l'été laissait place à l'automne, j'ai commencé à revoir des bribes de l'ancien Jackson. Son travail universitaire avait en fait prospéré à la suite du désastre Amelia, avec un contrat de livre et une promotion au poste de professeur associé. Il avait également commencé à faire du bénévolat dans un programme d'éducation financière pour les jeunes adultes, transformant son expérience douloureuse en une éducation qui pourrait aider d'autres à éviter des écueils similaires. « Maman » a-t-il dit un dimanche soir alors que nous étions assis sur mon porche à regarder le coucher de soleil. « Je veux te remercier d'avoir protégé l'héritage de papa comme tu l'as fait. Si tu m'avais parlé de l'héritage complet plus tôt, Amelia aurait pu réussir. Ou quelqu'un d'autre aurait fini par essayer, ai-je terminé pour lui. » Il a hoché la tête. « Je comprends maintenant pourquoi toi et papa avez gardé tant de choses privées. L'argent ne change pas seulement la façon dont les autres vous voient. Il peut changer la façon dont vous vous voyez si vous ne faites pas attention. » 1 an après le mariage qui n'en était pas un, j'ai observé avec une joie tranquille Jackson commencer à fréquenter à nouveau quelqu'un, cette fois une bibliothécaire pour enfants nommée Kate, qui conduisait une voiture de 15 ans et préparait ses propres déjeuners. Leur relation a progressé lentement, construite sur des intérêts et des valeurs partagées plutôt que sur un coup de foudre. Quand il l'a amenée dîner, elle a passé plus de temps à poser des questions sur les histoires de la vie d'Harold que sur le succès de son entreprise. Elle ne connaît pas l'héritage, m'a dit Jackson après ce dîner. Et je ne lui dirai pas tant que je ne serai pas absolument certain qu'elle m'aime pour moi. Pour moi, mon parcours à travers cette expérience m'a appris des leçons que je ne m'attendais pas à apprendre dans ma soixantaine. J'ai découvert que protéger le patrimoine familial ne consiste pas seulement en des documents juridiques et des structures financières, mais aussi à nourrir les valeurs qui ont créé cette richesse en premier lieu. J'ai appris que les secrets peuvent parfois être des limites nécessaires plutôt que des barrières nuisibles. Plus important encore, j'ai réalisé que la sagesse financière d'Harold avait été une forme d'amour et de protection qui a continué même après son départ. Les 42 millions d'euros qu'Amelia convoitait restent en grande partie intacts, croissant régulièrement sous la gestion de Thomas.
Mais leur vraie valeur ne réside pas dans les comptes numérotés ou les portefeuilles d'investissement. Leur valeur réside dans le fonds d'éducation que nous avons créé pour les étudiants à faible revenu, dans les petits prêts aux entreprises que nous accordons aux entrepreneurs ayant des rêves comme celui d'Harold, et dans la sécurité qu'ils représentent pour les futures générations de notre famille, qui, espérons-le, comprendront que l'argent est un outil, pas une identité. En fin de compte, la fortune qu'Harold a laissée a fait exactement ce qu'il avait prévu. Elle a fourni la sécurité sans remplacer le besoin de caractère, d'éthique de travail et de responsabilité personnelle. En gardant le silence sur cet héritage lorsque mon fils s'est marié, j'ai protégé non seulement l'argent, mais aussi les valeurs qu'il représentait. Avez-vous déjà dû garder un secret pour protéger quelqu'un que vous aimez? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus de leçons de vie de quelqu'un qui les a apprises à la dure. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait naviguer dans des situations financières familiales complexes. Merci d'avoir écouté mon histoire et puissiez-vous trouver la sagesse de protéger ce qui compte le plus dans votre propre vie.